Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontré peut-être, je suis Mylène Alvarez, animatrice Bois Énergie au sein de l'association L. Donc aujourd'hui, matinale des relais Bois Énergie sur la thématique de la ressource bois en Bretagne. Et donc je suis avec Morgane Le Breton de Fibois Bretagne, qui pour information ne voit pas les caméras puisqu'il a sa présentation. Mais de toute façon, Morgane, en général, les matinales, vu qu'on est quand même assez nombreux, les personnes peuvent poser des questions sur le chat et je relayerai les questions probablement plutôt à la fin du à la fin de la présentation. Donc voilà, à tous, à toutes et à tous, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure dans le chat et on les prendra à la fin. Sauf problématiques techniques ou questions de compréhension urgentes. Et donc pour votre information, cette matinale est enregistrée. Donc vous pouvez la retrouver en replay par la suite, je vous enverrai le lien. Et bien je vous souhaite à tous une bonne matinale et je te laisse commencer, Morgane. Très bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde, je me représente Morgane Le Breton, animateur Bois Énergie pour Fibois Bretagne, animateur du Plan Bois Énergie Bretagne, avec tous les collègues de l'association AIL. Donc ce matin, on va essayer de voir ensemble un petit peu les dernières données qu'on peut avoir sur la ressource bois en Bretagne. Pour introduire un petit peu, je pense que c'est des données que vous connaissez, c'est sur les dernières données de l'IGN, pour remettre un petit peu les tendances aussi nationales. Donc on n'a toujours pas la plus grande forêt française, mais on a toujours une forêt qui s'accroît quand même un peu plus que les autres, notamment sur deux départements principalement. Si on zoome du coup sur l'échelle de la Bretagne, donc, on peut voir là les données réelles, toujours sourcées IGN. C'est des cartons que vous pouvez retrouver sur le site de l'OEB également. Donc voilà, vous avez les pourcentages et données en hectares de surface forestière en Bretagne, avec en même temps dessous les évolutions de la surface et des taux de boisement au fil des années sur les schémas. Donc voilà, on voit qu'on a toujours eu une forêt qui s'accroît et qui se porte bien. C'est une forêt aussi qui est beaucoup plantée en Bretagne. 16% de la surface forestière est plantée. C'est la quatrième région la plus plantée, ce qui explique aussi cet accroissement. Et on a aussi la chance d'avoir une forêt qui est diversifiée sur notre territoire, parce que 60% des peuplements ont 2 essences prépondérantes ou plus. Le bois énergie, pareil, pour recontextualiser, c'est donc la première ressource pour la production d'énergie en Bretagne. Ça, ce sont donc les dernières données tirées de la conférence bretonne de la transition énergétique. Donc on voit que sur le chauffage au bois, on distingue le bois domestique qui lui représente 32% et les chaufferies bois, donc on a quand même 40% de la production d'énergie qui provient du bois, et en remettant les autres sources sur le côté. Mais montrer qu'on a cette culture du bois, en tout cas en Bretagne, que ce soit dans le domestique ou sur le collectif. Donc en termes de consommation, qu'est-ce que ça donne sur le territoire? Donc pour remettre l'ensemble des différents énergie bois, on voit qu'on a donc aujourd'hui 480 000 tonnes qui sont consommées dans le chauffage collectif, donc sur les chaufferies bois. Mais l'essentiel se trouve encore de la consommation de bois énergie se trouve encore aujourd'hui sur le chauffage domestique et notamment sous la forme de bois bûche. Comme on a remis une échelle commune en tonnes pour aussi avoir des ordres de grandeur. Vous allez voir après, on va retraiter un petit peu notamment l'enquête chauffage de bois domestique, et sur l'article qui est aussi disponible sur le site de l'OEB, vous avez des schémas où vous pourrez aussi avoir les consommations en mètres cubes, pour ceux qui seraient plus à l'aise avec cette unité. Donc je disais, toujours l'essentiel se trouve sous la forme de bois bûche, mais la consommation de bois sous forme d'éjecté ou sous forme de granulé n'a cessé de croître depuis 2010. Pardon. Hop. Donc pour faire un petit zoom sur le chauffage au bois domestique, on a condensé les résultats de l'enquête qui a été faite avec justement les partenaires du Plan Bois et l'OEB, sur du coup 1500 foyers bretons qui ont été sondés avec un zoom sur Rennes Métropole.
Cette enquête va en plus être appuyée par les résultats de l'enquête ADEME, qui a fait un peu le même exercice à l'échelle nationale avec des zooms en région dont la Bretagne, et on a déjà eu un échange, et on sait que les résultats qu'on présente aujourd'hui sont proches des résultats trouvés aussi par l'ADEME. Donc ce sera certainement un petit peu modifié quand on aura les deux enquêtes réunies, mais les ordres de grandeur sont là, donc on a bien une couverture régionale de 50%. Une maison individuelle bretonne sur deux est équipée d'un moyen de chauffage au bois. Donc là on englobe l'ensemble des appareils de chauffage, chaudière, poêle à bois, poêle à granulés, cheminée, insert, cuisinière même pour certains répondants. Donc les enseignements de cette enquête, c'est comme on l'a dit, les appareils à granulés qui ont augmenté, donc qui sont passés de 3% à 23% du parc en 10 ans. Les appareils à bûches qui restent pour autant majoritaires, avec forcément une baisse due à l'augmentation du granulé, mais la consommation de bûches reste la majoritaire en Bretagne. Et la moitié des cheminées ouvertes ont été remplacées par des foyers fermés depuis 2015, pareil, qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc il reste du travail à faire pour fermer les derniers foyers ouverts. Mais c'est ce qui va expliquer aussi derrière ce qu'on a observé, c'est que on observe pour autant une stagnation, voire diminution de la consommation moyenne en chauffage domestique, pour plusieurs raisons. Ça c'est forcément déjà par le renouvellement du parc d'équipements qui serait vieillissant, une baisse de la consommation moyenne aussi parce qu'on a appris à réduire nos besoins en énergie, et les logements sont aussi de mieux en mieux isolés, donc tout ça cumulé fait qu'on a, vous allez le voir après, un marché dynamique et quand même une part de vente d'appareils au bois qui continue d'être importante, mais pour autant une consommation qui se stabilise voire stagne. Et autre indicateur plutôt important sur un autre sujet que la ressource, mais sur la qualité de l'air, qui est aussi un sujet lié au chauffage au bois domestique, on s'est rendu compte qu'il y avait encore quand même une grosse majorité des utilisateurs qui n'étaient pas conscients des impacts du chauffage au bois sur la qualité de l'air, et en tout cas les impacts d'une mauvaise utilisation, soit de mauvaise utilisation ou de mauvaise installation. Je vous ai remis le lien en dessous de l'article complet et beaucoup plus exhaustif qui est publié sur le site de l'OEB. Ne pas hésiter à aller le parcourir. Donc je le disais, le chauffage au bois domestique, ça reste un marché dynamique. Là, vous avez la part des répartitions des ventes d'appareils sur 2023, poêle à bois et granulés, avec quand même plus d'appareils à bois qui ont été vendus suite aux petits hivers tumultueux du granulé. Donc on voit qu'on est sur ce graphique la deuxième région de vente d'appareils, alors que pour autant, on l'a montré, on n'est pas la région la plus forestière. Donc c'est important de rappeler qu'on a quand même cette culture du bois énergie en Bretagne, et d'où l'importance du coup d'observer la ressource forcément sur la dynamique. Autre enseignement sur le chauffage domestique, notamment sur le bois bûche, et qui peut des fois expliquer aussi des difficultés à avoir un observatoire fin, surtout sur la partie bois bûche et gisement, c'est qu'on a aujourd'hui à peu près 20% des personnes qui se fournissent, 16% même qui passent par un marchand de bois ou une entreprise spécialisée. Ça veut dire que le reste des consommateurs soit se disent autoconsommer une ressource propre ou celle d'un proche, ou alors passent par le marché gris, marché parallèle, et 57% s'approvisionnent gratuitement également. Donc pareil sur les questions de gestion durable et de remettre aussi un petit peu d'euros dans la filière derrière. C'est une culture du bois énergie, ça explique certainement aussi d'autres choses sur la ressource, comme par exemple un petit peu d'érasement du bocage. On se doute qu'une partie de ce bocage doit être revalorisée en bois bûche derrière par des marchés secondaires. Donc voilà, pareil, travail à faire sur l'importance de, en tout cas, sensibiliser sur les bonnes pratiques aussi de l'approvisionnement. On peut s'auto-approvisionner, mais ça va être au moins de questionner sur d'où vient le bois. Est-ce que c'est quand même géré un minimum, ou est-ce que je participe à de l'érasement ou de la décapitalisation. Pour la partie du granulé, donc pareil, petit rappel quand même, on rappelle que le granulé aujourd'hui en France est composé à 100% de coproduits de la filière bois. Et si on fait un petit zoom sur la Bretagne, donc on a nos 3 principaux granulateurs aujourd'hui qui sont installés, connus, qui vont fabriquer du granulé issu pour la plupart de la transformation en scierie, de ce qui va être connexe et sûr, mais on a également Bretagne Pellet qui elle va plutôt valoriser les bois de trituration, bois d'éclaircie, donc plutôt du billon.
Donc sur la Bretagne, les chiffres seront un peu plus importants pour la partie 5% issue de la gestion forestière, mais au national et de manière générale dans la filière, on garde quand même cette sorte d'ordre de grandeur où on valorise d'abord les coproduits de la transformation et on commence aussi à transformer une partie des coproduits de la gestion forestière, comme je disais, type bois de trituration ou coupe d'éclaircie. Pour redonner du coup les évolutions de consommation. Donc là, vous avez l'évolution de la consommation en Bretagne sur le chauffage domestique. Donc la courbe en vert clair, c'est le donc qui est en tonnes et que vous pouvez retrouver en mètres cubes sur l'article de l'OEB. Représente du coup l'évolution de la consommation de bois bûche et la courbe en vert foncé de bois bûche plus granulé. Donc sous-entendu, la consommation de granulés se trouve donc entre nos deux courbes. Donc on voit que malgré le marché dynamique sur le chauffage au bois domestique, en effet on a eu un pic mais qu'on commence à avoir une stabilité, même une diminution de nos consommations. Donc, qui prouve que le changement d'appareil, les appareils performants et les bonnes pratiques jouent quand même sur les consommations, c'est-à-dire qu'on peut chauffer, on peut répondre à nos besoins de chauffage en consommant moins de ressources avec les appareils et pratiques adaptés. Ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est forcément la partie chauffage collectif. Donc aujourd'hui, il y a 570 chaufferies sur le territoire breton, que vous retrouvez sur la carte sur le site du plan bois énergie, que je pense que vous connaissez déjà. Donc c'est 70 chaufferies depuis fin 2023 en résumé. Donc depuis 2021, c'est 114 projets aidés, installés ou en cours d'installation. Donc 29 en 2021, 25 en 2022 et 60 en 2023. Soit environ plus 30 000 tonnes mobilisées en plus pour des installations tertiaires, agricoles ou petites industrielles. Donc pareil, on voit aussi une dynamique sur le développement du chauffage au bois collectif. Et depuis fin 2020, on a également on a eu 20 candidatures à l'appel à projet BCIAT, dont 8 en 2023. Donc aujourd'hui, on a 2 installations en fonctionnement qui représentent environ 20 000 tonnes de plus mobilisées par an par rapport à début 2021. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui soit 50 000 tonnes de plus par an consommées depuis 3 ans, pour un objectif à 2027 du plan bois énergie Bretagne à plus 120 000 tonnes. On reviendra un petit peu sur ces données-là dans les diapos d'après, sachant qu'on ne parle pas des 8 projets industriels restant à valider de l'appel à projet BCIAT 2023. Donc c'est ce qui nous a fait aussi se pencher un petit peu sur la question de la ressource et cette dynamique à chaque fois sur les plus petits projets, mais aussi les projets industriels type BCIAT. En termes de consommation, donc aujourd'hui en consommation de bois déchiqueté en Bretagne, on consomme 490 000 tonnes de bois déchiqueté. On a 6 gisements qui servent à approvisionner le bois déchiqueté en chaufferie automatique aujourd'hui, que vous retrouvez dans le petit camembert. Donc une majorité de la production de plaquettes de bois déchiqueté provient de la forêt, à hauteur de 31%. De la revalorisation des bois en fin de vie, à hauteur de 27% également. Et ensuite, on va avoir donc tout ce qui est bocage, bois d'élagage. Donc, on va distinguer vraiment le bocage agricole et le bois d'élagage qu'on va retrouver plutôt sur parc et jardin. Et 10% de connexe. L'ensemble des 480 000 tonnes aujourd'hui est assuré par une quarantaine de fournisseurs spécialisés sur le territoire et avec un certain nombre de plateformes qui permet aussi de mailler le territoire sur l'approvisionnement. Et ce qu'on observe avec nos différentes enquêtes également, pour information, oui, les enquêtes sur la consommation de bois déchiqueté, on va faire une enquête côté fournisseur et en même temps une enquête côté chaufferie pour savoir du coup ce qui est produit et ce qui est vendu sur le territoire et en même temps ce qui est consommé et voir si on retombe sur nos pieds. Et donc de ces enquêtes, on peut aussi savoir qu'on a aujourd'hui 85% du bois consommé qui provient de Bretagne et 15% des départements limitrophes. Notamment le creux de Rennes qui absorbe, je pense, une grosse partie de ces 15%. Donc sur l'évolution, là, une autre façon de lire un peu ces chiffres d'évolution du bois dans les chaufferies, en remettant également par le type de projet. Donc on voit aujourd'hui que tertiaire, collectivité tertiaire, tertiaire cogénération, tout ce qui est en bleu, représente aujourd'hui la plus grosse consommation sur les 490 000 tonnes, 500 000 tonnes consommées aujourd'hui.
On a aussi une bonne partie par l'industrie du bois et forcément l'agriculture derrière, avec tout ce qui est serre notamment. Donc on est toujours en tonnes hein, sur ce graphique-là. Ensuite, ce qu'il y a sur la dynamique de développement du bois énergie au niveau des chaufferies bois en Bretagne, on vous a remis une petite courbe qui représente du coup la courbe pointillée que vous voyez étant le prévisionnel du plan bois énergie Bretagne, la courbe qui est noire-violette. Le total en fonctionnement, du coup, ça c'est ce qu'on a grâce à nos enquêtes. Donc entre aussi certainement des chaufferies qui sont peut-être plus performantes que ce qu'on pensait et qui consomment un peu moins que ce qui était prévu. Donc on a un total aujourd'hui qui est représenté par cette petite ligne verte. Et en essayant de se projeter, où on a du coup ce qu'on expliquait, nos objectifs de 120 000 tonnes pour le plan bois énergie Bretagne, et ben on se rend compte que si sur l'ensemble des projets BCIAT déposés en 2023, on a par exemple 80% de réussite, sur 2023 et les projets validés, on atteindrait les objectifs fixés par le plan bois énergie Bretagne. Donc à prendre au conditionnel, parce que tous les projets ne vont pas se faire, surtout aujourd'hui avec des coûts des autres énergies qui rebaissent et forcément qui peuvent ralentir peut-être ces projets industriels, mais en tout cas la tendance est là, c'est que les industriels en tout cas penchent un peu plus sur le bois énergie, au point en tout cas de répondre à des projets. Est-ce que ça ira au bout? Ça c'est un autre sujet, mais en tout cas la dynamique est là, donc l'importance aussi d'avoir un observatoire assez précis pour pouvoir assurer la pérennité et que la filière se développe au même rythme que la fourniture de plaquettes. Pour assurer une veille sur ces nouveaux projets, il y a plusieurs instances. Donc les projets industriels sont aujourd'hui observés par la cellule biomasse qui donne des avis. Donc ça reste des avis, mais qui donne des avis, qui certainement dans un futur pourra aussi donner des avis négatifs sur certains projets. Tout ce qui est projet de collectivité et de tertiaire, c'est toujours le comité plan bois énergie Bretagne que vous connaissez. Et les projets domestiques, eux, sont contrôlés par différentes instances, Propelais pour le réseau des granulateurs, et les professionnels type Fibois, CER, jeunes fédérations comme la FIPC aussi, pour la partie chauffage au bois bûche, et qui passe essentiellement par de l'enquête directement auprès des consommateurs, notamment sur la partie bois bûche, puisque voilà, on sait que c'est difficile d'avoir forcément une visibilité si on ne reste que sur la partie amont ou professionnel distributeur de bois de chauffage. Donc c'est entre tous ces acteurs, il y a forcément des échanges réguliers pour suivre les projets à venir, même si on sait que le développement de nouveaux projets est long, minimum 2 ans pour les chaufferies bois, mais une petite aussi interrogation sur le secteur domestique qui lui est plus imprévisible. On peut vraiment avoir des variations de consommation en fonction du prix des énergies. On l'a connu avec la hausse du prix du granulé qui a chamboulé un petit peu la filière domestique. Et plus imprévisible aussi dans le sens où on a moins de contrôle et moins de visibilité sur tous ces personnes qui s'auto-approvisionnent, auto-consomment. Et du coup, on va dire peut-être un plus petit risque sur la pérennité de la ressource sur ce sujet-là. Là, je vous mets une petite slide, c'est pour vous expliquer ce qui va venir ensuite. Mais c'est pour rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle de disponibilité, on parle bien de disponibilité technico et économique. Hein, ça veut dire qu'on part de la forêt. Donc on a notre capital sur pied, on a une forêt qui s'accroît aujourd'hui, et aujourd'hui on ne consomme pas 100% de cet accroissement. Donc on va avoir d'abord ce qu'on appelle la ressource en forêt, qui est vraiment le stock sur pied. La disponibilité brute annuelle, ce serait du coup cet accroissement au total, donc ce qu'on aurait gagné sur l'année. Et ensuite, on a notre disponibilité technico-économique qui est en fonction des marchés, en fonction de l'accès, de la difficulté ou non des chantiers, des techniques aussi de gestion forestière, de la croissance biologique et de la mortalité, et qui répond, comme je disais, du coup, aujourd'hui à une logique de marché. Cette disponibilité technico-économique
peut être amené à évoluer si si on valorise d'autres types de bois, si on se penche notamment sur le sciage de feuillus par exemple, où on va avoir peut-être une autre type de disponibilité technico-économique. Et de cette disponibilité technico-économique, on va essayer de voir notre disponibilité supplémentaire. Et c'est là du coup où aujourd'hui on va voir qu'on va peut-être arriver à un niveau d'équilibre entre cette disponibilité technico-économique et du coup réduire peut-être notre disponibilité supplémentaire, même si on sait qu'elle existe et on connaît aussi des leviers pour l'augmenter. Donc sur la ressource, on a essayé de visualiser un scénario, en tout cas le scénario d'évolution de la disponibilité en bois. Donc le mot scénario est quand même important. Ce qu'on expliquait aujourd'hui, donc là c'est un schéma qu'on a vraiment plutôt surface forestière. Cette vérité, on sait qu'elle va aussi être faite sur le bocage. Et du coup, donc en termes de surface forestière, aujourd'hui, comme on l'expliquait, on a ce que vous voyez en vert foncé, c'est le capital sur pied. En vert clair, les petits arbres du bas, c'est l'accroissement annuel. Et les arbres en rouge sont ce qui est le fruit de la récolte et de la mortalité des gisements. Donc on voit que de l'année N+1 à l'année N+2, on capitalise. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que on capitalise un petit peu moins. Peut-être aussi qu'on a, par rapport aux dernières données, un petit peu sous-estimé ce qui était déjà consommé ou en tout cas déjà exploité dans ces différents gisements. Hop. Et du coup, si on essaye de se projeter à N+5, N+10, avec toutes les nuances qu'on donne, avec la réalité technico-économique qu'on connaît aussi, qui est celle d'aujourd'hui, et les aléas liés au changement climatique notamment, on pense, ou en tout cas on estime que à l'année N+5, on pourrait être à l'équilibre entre ce que la forêt produirait en plus, l'accroissement naturel, et ce qui sera récolté et l'augmentation de la mortalité. Ce qui veut dire qu'on risque d'en récolter un peu plus pour répondre aux nouveaux besoins de chaleur. En même temps, ce qu'on sait, c'est qu'on risque d'avoir aussi plus de mortalité dans nos forêts, donc plus d'arbres aussi à devoir revaloriser. Donc on risque d'atteindre cet équilibre, voilà, une échelle temps qui est ce qu'elle est, mais à 5 à 10 ans, avec peut-être un risque de décapitalisation forcée d'ici 10 ans. Et si on essaye de se projeter un petit peu plus loin, le triangle en orange, c'est ce qui, à l'échelle de 70 ans, 100 ans, ça c'est pareil, c'est des données qu'on ne maîtrise pas, le réchauffement climatique va plus vite que ce que l'on pense, ça dépend aussi des objectifs qui vont être mis en place pour essayer d'atteindre au maximum les objectifs d'augmentation de température fixée. Et du coup, on se dit que sur cette échelle temps de 70 ans, on sait qu'on va avoir quand même un tiers de notre forêt qui va être vulnérable au changement climatique. On observe déjà un certain type d'essence qui se plaisent de moins en moins dans nos forêts et du coup qu'il va falloir renouveler. Donc l'important, voilà, ça va être se pencher aussi sur cette question de mal. Enfin, on va, comme des fois je le dis un petit peu, je le dis des fois comme ça, mais on risque malheureusement d'avoir du bois disponible pour la filière dans les années à venir. Malheureusement parce qu'il y a une décapitalisation forcée qui risque de se mettre en place et qui dit réchauffement climatique dit aussi forêt moins résiliente, donc plus sensible aux catastrophes naturelles, tempêtes, incendies. Et on sait aussi que la forêt, les arbres grandissent, enfin s'accroît de moins en moins vite, c'est-à-dire que les arbres grandissent de moins en moins vite. Donc tout ça associé fait qu'on risque d'arriver sur ce scénario. Et donc pour régénérer tout ça et assurer la pérennité de la filière, on a plusieurs moyens. Il y a forcément des dispositifs de sauvegarde et de durabilité des ressources à mettre en place. Donc là c'est un petit résumé non exhaustif, mais qui permet de montrer quand même les différentes mesures ou dispositifs qui existent. Donc mise en œuvre à ce jour au niveau national, il y a tout ce qui est donc programme national de la forêt et du bois, feuille de route pour l'adaptation des forêts et le pacte en faveur de la haie.
À ça, on va venir ajouter dans le futur tout ce qui va être réglementation RDE, donc réglementation contre la déforestation à l'échelle de l'Union européenne, et qui devrait aussi permettre de garantir, alors pas forcément peut-être à l'échelle nationale, mais au moins européenne et nationale, que voilà, on ne va pas, si ce n'est si on s'occupe bien de nos forêts, on ne va pas au moins aller déforester les forêts des autres. Donc il y a différents dispositifs de financement, à la fois pour le renouvellement forestier, notamment Bresse Forêt Bois qui existe, et Bresse Forêt Bois Amélioration, sur la partie amélioration des gisements. Le renouvellement bocager également, avec le pacte en faveur de la haie, comme on l'a dit. Et avec l'outil régional qui est du coup Bresse Bocage. On a des documents de planification stratégique, avec le programme régional de la forêt et du bois, les schémas régionaux de gestion sylvicole de Bretagne, pour la forêt privée, et le schéma régional d'aménagement et la directive régionale d'aménagement de 2022 pour les forêts publiques. Pour ça, on a aussi forcément des mécanismes de suivi et de contrôle. Donc l'IGN pour l'inventaire national de la forêt, et l'Union européenne avec des directives comme RED 2 pour la durabilité du bois énergie, ou la RDE dont je parlais un petit peu tout à l'heure en introduction de cette slide. Et ensuite, on a également des dispositifs de gestion durable. Donc forestière, on a les aménagements forestiers, forêt publique avec les plans simples de gestion et différents plans de gestion existants pour la forêt privée. Des plans de gestion durable du bocage qui se mettent aussi pour les haies bocagères en place avec des certifications existantes, donc FSC, PEFC pour la forêt et le label haie notamment pour le bocage. Pardon. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des leviers suggérés à partir des appréciations, notamment recueillis dans le cadre des cellules biomasse bretonnes. Donc il y a forcément, ça passera par la plantation de nouveaux espaces boisés et la transformation d'espaces boisés délaissés vers des espaces gérés de manière plus durable, toujours avec une logique de filière, c'est-à-dire qu'on va gérer nos forêts pour tendre ou en tout cas aller chercher du bois d'œuvre. Et on sait que cette logique de filière génère du bois énergie. On aime dire qu'un volume de bois d'œuvre génère 3 volumes de bois énergie. Il est également nécessaire de renforcer l'expertise sur le terrain et l'accompagnement technique des acteurs. Forcément, il faut former à la gestion durable, il faut des acteurs pour contrôler les gestions, pour assurer les qualités des chantiers d'intervention. L'adaptation également, on parle de plantation, donc de nouveaux espaces et transformations, mais l'adaptation, c'est-à-dire que les essences qui sont déjà connues et pour lesquelles on sait risquent de dépérir de nos forêts, comme certaines essences de chêne ou de châtaignier, voilà, il va falloir réfléchir à d'autres types d'essences, donc mettre en place des parcelles tests pour voir un petit peu comment se comportent les nouvelles essences et comment on peut aussi essayer de garder de la régénération sur l'existant. Le regroupement également des micro-parcelles, on le sait, peut jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité de la gestion. On sait qu'aujourd'hui, les gisements qui restent à mobiliser, si on parle plutôt forêt ou gisements bocagers, mais plutôt forêt quand même, c'est les micro-parcelles ou les petites parcelles de propriétaires privés qui sont souvent pas mises en gestion. Et du coup, voilà, travailler sur des outils pour faciliter leur regroupement afin d'avoir une gestion commune de différents gisements et surtout un intérêt à la fois pour les propriétaires et pour les intervenants sur les différents chantiers, et puis à la fin avoir aussi suffisamment de bois à valoriser. La mise en place de chartes forestières de territoire à l'échelle des massifs pourrait également permettre la mise en place d'une stratégie collective pour valoriser des espaces forestiers et également essayer de favoriser un rapprochement entre propriétaires publics et privés. On a encore quand même la majorité de la forêt française est privée, on a de la forêt publique qui aujourd'hui, pour l'ensemble de la forêt publique, est bien gérée. Un rapprochement de ces acteurs permettrait aussi peut-être de pouvoir mutualiser des chantiers et mutualiser des valorisations de bois. Une augmentation des activités de sciage vers des ressources moins qualitatives. On le sait, en Bretagne, on a plutôt une forêt de feuillus de qualité pas forcément, de qualité secondaire, voire un peu moins. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est aussi travailler sur ces activités de sciage, parce qu'on sait qu'on a une ressource aussi qui est abondante.
qui permettra de relancer une sylviculture durable sur des peuplements qui sont, pour le coup, comme on le disait aujourd'hui, délaissés. Et pour ça, il faut aussi une demande de marché. Donc on essaye de... Il y a des réflexions sur plusieurs sujets. Le granulé va essayer aussi d'intégrer de plus en plus de connexes, de feuillus, dans l'idée qu'on va transformer de plus en plus de feuillus, donc générer de plus en plus de coproduits feuillus. Et également aménager avec ces essences feuillues locales. Et pour la partie bocage, parce que pareil, des chiffres qu'on connaît aujourd'hui, le bocage est toujours dans le négatif. On est de moins en moins mauvais, mais c'est-à-dire qu'on plante, enfin, on a de plus en plus de haies qui sont gérées. On a des territoires qui sont très, très en avance et qui ont aujourd'hui des haies qui sont plutôt positifs, mais à l'échelle de la région, on sait qu'on a encore un bocage qui a tendance à être très rasé par endroits. Donc déjà, de remettre à l'équilibre ce bocage et d'avoir un bocage productif, c'est un des principaux leviers. Donc ça passe par de la plantation de nouvelles haies, la mise en gestion durable des haies existantes, et d'intégrer aussi un suivi des linéaires bocagers. Donc de pouvoir aussi garder un observatoire, et donc il faut aussi des moyens humains. Et ça passe aussi par du savoir-faire et de la compétence, notamment au niveau des chantiers, sur la partie bocage. Hop, et ben avant de... Parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant de ne pas voir. Est-ce que vous avez Oui. des questions à ce niveau-là? Peut-être été un peu vite, je sais pas. Non, non, mais ça nous laisse le temps d'échanger, de prendre quelques questions. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Donc s'il y a des Si, questions, je vous ce que je peux laisse. apporter Oui, comme vas-y. précision peut-être, parce que c'est vrai que, enfin, faut pas être pessimiste. Il y a une réalité qui est là, c'est le réchauffement climatique et l'adaptation de nos forêts. Ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas au niveau de la ressource, c'est que les petits projets à l'échelle de collectivités ou de territoires aujourd'hui ne sont pas vus comme un risque par rapport à la disponibilité. Au contraire, c'est souvent ces petits projets qui sont les mieux réfléchis, où les acteurs, les collectivités vont se pencher aussi à la fois sur leur gisement propre. Donc si je me remets sur ce petit camembert, on a parlé forêt bocage, on a aussi la valorisation de tous ces autres gisements, hein. Donc souvent à l'échelle d'un territoire, voilà, un petit projet peut aussi être structurant pour lancer des dynamiques de mise en gestion de parcelles qui ne le sont pas, ou alors de dynamiques dans le bocage. On a plusieurs exemples, hein, déjà sur ce sujet. Et c'est surtout qu'on va être sur des volumes aussi qui vont pouvoir être plus facilement absorbés par la filière. On va dire que l'interrogation se porte aujourd'hui sur la dynamique de projets industriels, comme on le disait. C'est-à-dire que des projets industriels qui arrivent avec tout de suite plusieurs milliers de tonnes, voire dizaines de milliers de tonnes à consommer, et ben, si tout sort en même temps, là, on risque peut-être de déstabiliser un petit peu la filière, que ce soit sur la possibilité déjà de sortir le bois de la forêt, et aussi en termes de moyens humains et techniques pour fournir ces tonnages en plus. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore eu d'avis négatif de données par les cellules biomasse, mais comme je le disais, c'est certainement un des scénarios qui pourront être envisagés dans le futur en fonction des dynamiques. On sait aussi que les projets industriels, eux, sont très regardants sur le coût des autres énergies. Donc voilà, avec aujourd'hui un gaz qui est redescendu, du pétrole qui risque aussi de peut-être redescendre avec les dernières découvertes de nos amis russes et de leurs 500 milliards de barils. Donc voilà, on sait que les industriels vont peut-être remettre certains tiroirs des projets en réflexion. Euh, alors que, et à l'inverse, du coup, eux vont plus se concentrer sur un besoin en volume et un prix. Alors que sur les petits projets ou plus petits projets à l'échelle des territoires, on va plutôt essayer de valoriser une filière locale, et on peut aussi mettre en place des politiques qui permettent des fois de peut-être mettre un peu plus de financement sur l'achat du bois pour assurer une production durable et locale. Merci Morgane. On a quelques questions qui sont arrivées sur le Oui. chat.
Alors, une question de Gaël qui demande, concernant le scénario d'évolution, je pense que ça fait référence à la slide avec les petits arbres. Le calcul est-il réalisé en considérant que c'est la forêt qui supporte la totalité de l'augmentation de la consommation? Là, les scénarios qui ont été faits, c'est scénario d'évolution de la disponibilité en bois forestière et bocagère. Parce qu'on sait que ce qui va impacter nos forêts va impacter Noël. Le chêne pédonculé et le châtaignier sont très présents en forêt et dans le bocage. On sait aussi que les haies sont un peu moins résilientes que les forêts, donc peut-être que l'impact sera peut-être un peu plus rapide sur nos haies. Après ça, c'est pour avoir un premier niveau d'information. On travaille, quand je dis on, c'est partenaires du plan Bois Énergie Bretagne, et on est nombreux autour de la table, sur une note explicative justement de ces scénarios, où on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail, expliquer aussi comment on a obtenu ces informations, hein. On a croisé des données de l'IGN entre ce qui est prélevé, ce qui est récolté, ce qui est valorisé, les inconnus qu'on connaît. Donc on a essayé d'être le plus précis possible. Donc tout ça sera encore mieux expliqué et surtout sourcé aussi des différents documents et autres ressources qu'on a pu utiliser pour faire cette note. Donc je n'ai pas encore malheureusement de date à vous donner, mais je pense qu'à la rentrée prochaine, on devrait avoir quelque chose de finalisé à proposer. En tout cas, c'est l'objectif. Merci Morgane. Gaël, tu nous diras si ça répond à ta question. Une autre question de Lucas de Quimperlé Communauté. Lorsqu'on évoque un équilibre entre la dispo et la conso à N+5, c'est-à-dire quelle échéance 2028-2029? Donc je pense que la question c'est, quand on dit N+5, le N0, est-ce que c'est aujourd'hui? Ouais, alors c'est pareil, c'est le N+5, on n'a pas de boule de cristal, donc est-ce que c'est plus pour donner une échelle temps? C'est-à-dire que c'est pour nous le N+5, il est demain. Et quand on passe à 70 ans, on va dire à l'échelle d'une génération, d'un cycle en tout cas de gestion forestière. Donc oui, on va partir de l'année N0 va être, alors peut-être pas cette année, mais plutôt 2023, 2022-2023, les années de référence des derniers observatoires. Et le N+5, eh ben, voilà, entre l'investissement qu'on va remettre aussi dans nos gisements, que si on a un grand plan d'action avec des politiques très fortes et qu'on travaille d'arrache-pied sur ce sujet, on peut forcément limiter ça. Les aléas climatiques, c'est pareil, récolte mortalité, ça peut aller assez vite. Il suffit qu'il y ait un ravageur qui arrive qui n'était pas présent, mais qui, avec le réchauffement, se plaît sur notre région. Ça peut accélérer peut-être cette mortalité aussi. Merci Morgane. Une autre question de Fabien. Est-ce qu'on observe la même dynamique chez nos voisins, les Normands et Ligériens? Est-ce que tu as des infos sur les régions Pays de la Loire et Normandie? Et alors, sur les autres régions, au niveau des dynamiques, en tout cas nous ce qu'on sait de base, je vais remettre la petite carte, c'est que comme on voit déjà, c'est que nos régions voisines, malheureusement, même s'ils sont moins ou peu impactés par ce que je viens de dire, on ne pourrait pas non plus compter sur eux pour nous approvisionner sur nos besoins supplémentaires en bois, puisqu'on voit qu'au niveau du taux de boisement, ils ne sont pas forcément mieux fournis que nous. Après, oui, ce qu'on observe sur les gisements normands et Pays de la Loire, alors après, peut-être que je pense que Marc est là, qui est pas mal en contact aussi avec les autres régions, pourra rebondir dessus, mais je pense que ce qu'on observe en Bretagne, on l'observe aussi dans nos régions voisines. Le bocage en Pays de la Loire, ils ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises dessus, mais ils sont pas encore en positif. Et oui, ce qui se passe sur la forêt, mais ça s'est passé aussi dans le Grand Est, par exemple avec le scolyte. On sait qu'il y a des essences du sud de la France qui ne se plaisent plus. À l'inverse, ces essences-là vont certainement se retrouver dans nos régions dans le futur. Donc le changement climatique impacte l'ensemble du territoire. Et après, ça va être en fonction de la résilience des forêts. Là, vous dire des données, est-ce que ça va être aussi rapide, plus lent et autant impactant d'une région à une autre?
Pour compléter, si je peux me permettre, sur les Pays de Loire, je pense que c'est la même tendance. Sur la Normandie, sur la forêt, je ne compléterai pas, c'était déjà exhaustif. Sur le bocage, en fait, la ressource normande étant, elle, bien plus importante encore qu'en Bretagne, l'ADEME, dans les derniers appels à projets, a demandé des objectifs de mobilisation de bois spécifiquement dans le bocage pour soulager un petit peu la pression en forêt. Donc voilà, c'est beaucoup plus proactif sur le bocage en Normandie compte tenu du faible taux de mobilisation dans les plans d'approvisionnement des chaufferies industrielles. Et donc de ce fait, il y a aussi un fort appui du dispositif label haie pour encadrer cette augmentation de pression sur le bocage. Voilà. Merci, merci Marc. Une autre question de François. Donc toujours sur ce scénario, dans la consommation, l'augmentation de la consommation. Donc on a prévu une augmentation de la consommation par rapport au projet des chaufferies, mais côté particulier, chauffage domestique, est-ce qu'on a considéré une baisse des consommations? Puisque tu as expliqué qu'on était plutôt dans une perspective de baisse compte tenu de l'amélioration du matériel. Alors, on observe qu'on va plutôt miser sur une stabilité, dans le sens où, comme je disais, on est une région dynamique, on vend des appareils tous les ans. Donc on en vend à la fois pour remplacer du parc, mais on en vend aussi pour des nouveaux utilisateurs. On a cette culture du bois en Bretagne. On a encore la chance en Bretagne d'avoir voilà, des maisons individuelles. Pour ça, on est une région rurale où on peut avoir du terrain. Ce qu'on a observé, enfin, pour échanger par exemple avec les installateurs, c'est que le bois bûche garde toujours autant de sympathie auprès des consommateurs. Le granulé, là, revient à l'équilibre. Même si aujourd'hui, je pense aussi que les différentes communications qu'il y a pu avoir sur les derniers hivers, où on nous disait un coup on n'a plus de gaz, un coup on aura des coupures d'électricité. Et en fait, aujourd'hui, l'autonomie procurée par le poêle à bois favorise encore, je trouve, cette dynamique de marché. C'est-à-dire que voilà, en installant son poêle à bois et en ayant ses bûches dans le jardin, même en cas de blackout, pour se chauffer. J'exagère un peu, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des consommateurs qui peut-être partaient sur le granulé pour le côté confort et facilité, mais qui se sont repositionnés sur le bois bûche. La consommation du bois bûche, elle est aussi très dépendante, enfin, en tout cas du chauffage domestique, elle est aussi très dépendante des hivers. Si on a des hivers doux comme on a eu, on va voir que la consommation va pas forcément être au plus fort. On va peut-être avoir des périodes de chauffe plus longues, mais on va nettement moins chauffer. On va plutôt sécher les maisons pour enfin enlever l'humidité que réellement chauffer. Après, il y a aussi la question du développement de la partie chaudière. On voit que les chaudières de granulés eh ben, se développent aussi. Alors pareil, il y a eu un petit coup d'arrêt, à la fois par rapport au prix du combustible et puis aussi un petit peu par rapport au délai de livraison de certains fournisseurs. Mais, euh, mais sur les politiques de sortie de fuel notamment, voilà, on sait qu'aujourd'hui c'est pompe à chaleur ou chaudière granulée pour faire un raccourci. Mais les chaudières granulées qui se développent, elles, arrivent aussi avec tout de suite des consommations chez le particulier qui sont un peu plus importantes aussi que le simple poêle. Parce on va générer l'eau chaude sanitaire en plus. Donc on risque d'avoir, je pense, une augmentation de la consommation de granulés. Le bois bûche, eh ben, si on continue à tous bien travailler en faisant la promotion des bonnes pratiques, en encourageant le renouvellement du parc, et en continuant aussi de travailler sur la rénovation des logements et puis bah, nos usages, hein, nos habitudes de consommation aussi. Donc utiliser du bois bien sec, on sait que voilà, on va pouvoir chauffer plus de monde avec autant de bois. Donc on ne mise pas sur une diminution, plutôt une stabilité de manière générale pour le chauffage domestique et avec peut-être une augmentation pour le granulé, liée notamment au développement peut-être de parcs de chaufferie individuels. Merci Morgane pour cette réponse. On a une précision de Sébastien Huette de l'ADEME qui nous indique qu'en Normandie, on a une plus forte tension qu'en Bretagne liée à une plus forte dynamique des projets industriels BCIAT sur la vallée de la Seine. On n'a pas d'autres... Ah, une dernière question de Gaëtan. Alors je la lis en même temps.
un impact de la nouvelle démarche Énerchoix est-il attendu à court ou moyen terme sur la demande en bois? Quelle anticipation d'un certain délestage d'opérations vers le solaire et la géothermie profonde? Alors une question boule de cristal, Morgane. Très bonne question, boule de cristal. Non, le NR choix, il est. Enfin, en plus, enfin, naturellement, il est. Je sais, il n'est pas encore en place en Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on en parle beaucoup et nous, dans nos approches, on l'a déjà. C'est-à-dire que je sais que quand on échange avec des porteurs de projets, on essaye de reparler de ce principe énerchois. Quelle anticipation de délestage de projets sur du solaire ou autre, là, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas si des collègues de AILE ont plus d'infos sur ces sujets-là. Aurélie. Oui, Aurélie, ouais, je vais compléter. C'est bien l'objectif de la démarche, c'est d'aller mobiliser toutes les ENR qui peuvent être mobilisées avant la biomasse et de garder, enfin en tout cas de mobiliser la biomasse sur des usages sur lesquels on ne peut pas mettre autre chose. Voilà, après je pense pas que ça va être suffisant. Enfin, il faut aller chercher tous les leviers là pour pouvoir continuer à développer les ENR, mais c'est à la fois aller mobiliser le bois en forêt et toutes les ENR qu'on peut aller mobiliser avant le bois. Ça va pas, voilà, c'est pas l'un ou l'autre, ça va être les deux. Merci pour la réponse, Aurélie. Sébastien? Je dirais juste qu'en fait, avec ENR Choix, l'objectif c'est de ralentir la croissance de la demande en bois. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir une croissance, puisqu'on va. L'objectif c'est bien la transition énergétique et les enjeux de conversion, ils sont énormes. C'est de ralentir cette croissance tout en maintenant une croissance de la transition, c'est-à-dire du coup de conversion aux ENR. C'est pour ça qu'on va aller chercher d'autres ENR en priorité. Mais aujourd'hui, ce qui fonctionne et les enjeux sont devant nous. Et voilà. Merci, Sébastien. Donc, du coup, on n'arrête pas les projets, bien sûr. Un ralentissement de la demande pour mieux cibler les projets qui consommeront du bois, mais en maintenant cette dynamique pour continuer, bien sûr, à décarboner nos solutions de chauffage. Je vais te laisser conclure, Morgane. Peut-être tu avais un petit message à faire passer. Oui, alors je vais juste, avant le petit message, redire aussi que aujourd'hui il y a des organismes comme par exemple Quatner-Brest qui peuvent aussi faire des études de gisement à l'échelle de territoire et qui permet aussi du coup pour des plus petits projets, comme on disait tout à l'heure, de se rassurer, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire une étude de gisement sur les linéaires de haies, sur les parcelles forestières et gisements bois existants. Et également bien réfléchir aussi à ce qu'on a. Je remonte le petit graphique mais que je trouve que je trouve important. C'est qu'on a beaucoup parlé forêt et bocage, puisque c'est voilà, pour faire du bois, il faut des arbres et les arbres poussent souvent au même endroit. Mais voilà, on a aussi toutes ces valorisations de bois en fin de vie, de connex, bois donc plutôt parquet jardin et déchets verts. Donc il y a aussi à se pencher sur ces gisements-là et de se dire est-ce qu'aujourd'hui tout est bien valorisé? Est-ce que toutes les déchetteries de Bretagne réussissent à revaloriser les bois en fin de vie ramenés par les particuliers? Est-ce qu'il y a un tri qui est fait dès la déchetterie qui permet de le revaloriser? Les déchets verts aussi, les politiques sur les déchets verts, est-ce qu'on va réussir à revaloriser une partie de ces déchets verts on prend l'exemple d'interdiction des coupes de thon, tout ce genre de choses. L'idée c'est de pouvoir dégager un maximum de matière de ces autres gisements-là. Et bien sûr la partie connexe. On le répète, mais la logique de filière, elle est là, c'est transformer du bois pour générer des coproduits. L'important, ça va être de se pencher sur les nouveaux marchés. On a des essences à valoriser et comment est-ce qu'on peut valoriser aujourd'hui notre chaîne sur de l'ameublement, sur de l'aménagement intérieur-extérieur, de la construction au bois d'œuvre. Et aussi, on ne pas oublier, mais tout ce qui va être, on a une carte d'agriculture et d'agroalimentaire, on a beaucoup de besoins en emballage, on a aussi une région portuaire. Donc on a aussi ces revalorisations de bois d'emballage, bois en fin de vie, à mobiliser, donc bien garder ça en tête. Il y a 6 gisements, bien sûr la forêt et le bocage en font partie, mais on a aussi des moyens
en plus surtout à l'échelle pareil, de collectivités voilà, ou de PCI, de bien revaloriser l'ensemble de ces gisements-là. Et pour du coup terminer, juste un petit teasing. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce concours. Donc on réorganise cette année le concours J'aime ma chaudière bois. Sauf que donc on a un concours à l'initiative du plan Bois Énergie Bretagne, donc FIBois et AILE, ouvert la première fois en Bretagne. La deuxième année, on a eu la chance d'avoir les Pays de la Loire qui se sont joints à l'aventure. Cette année, on va la rouvrir, mais on a du coup nationalisé le concours, donc on va avoir 6 régions déjà d'inscrites, peut-être 8, mais en tout cas sur 6 régions. Donc on refait, dont la Bretagne, forcément. Donc n'hésitez pas à aller faire la promotion de ce concours. Hein. Pour rappel, on demande aux propriétaires, gestionnaires de chaufferie de déclarer leur amour du chauffage au bois. Et l'idée, c'est de référencer les beaux projets, les projets performants, les projets justement qui ont peut-être mis en avant des politiques de reboisement, de mobilisation, de gestion du bocage, voilà, tous ces choses-là. Donc l'idée, c'est de se faire aussi une belle base de retour d'expérience pour montrer tout le champ des possibles et les écosystèmes que peuvent générer l'implantation d'un projet bois sur un territoire. Donc cette année, le concours est relancé. On n'a pas encore finalisé les dates, mais ce sera forcément sur la saison de chauffe. Et les résultats du concours seront donnés à la date symbolique du 14 février. Donc vous aurez jusqu'au 10 janvier pour pouvoir candidater à l'ouverture du concours. Merci Morgane. Voilà, n'hésitez pas à diffuser cette info aux propriétaires gestionnaires des chaufferies que vous connaissez. C'est l'occasion de partager de belles installations et peut-être aussi votre travail aussi d'accompagnement autour de ces projets-là. Merci à tous. Moi, j'en profite aussi pour un petit teasing également. Actuellement a lieu la session de juin de la formation Initiation à la conduite de chaufferie qui est en train de se dérouler à l'Opérec avec mes collègues Antoine et Jacques Bernard. Et donc on aura une nouvelle session le 11 et 12 décembre. Donc pour rappel, c'est une formation qui est destinée préférentiellement aux agents de maintenance des chaufferies. Donc si vous avez des chaufferies qui ont soit de nouveaux agents ou soit des chaufferies qui vont bientôt rentrer en fonctionnement, n'hésitez pas à leur partager cette information-là. On commencera le recrutement probablement à la rentrée, mais on peut d'ores et déjà collecter les informations sur des potentiels intéressés. Je vous remettrai le petit flyer au moment de vous envoyer les supports de cette présentation. Je vous mets je vais ouvrir là dans le chat, enfin dans l'outil sondage, un petit questionnaire pour avoir votre avis sur cette matinale. Et j'en profite, donc vous pouvez répondre en direct là dans l'outil sondage en bas à droite là sur les petites formes. Et j'en profite pour vous dire que la prochaine matinale aura lieu probablement au mois de septembre à la rentrée. Et donc si vous avez des envies, des besoins particuliers sur un sujet, n'hésitez pas à nous le faire remonter, soit maintenant dans le chat, soit à m'envoyer un mail pour suggérer des idées de contenu. Et pour ceux qui... Alors je vois en direct la satisfaction. On a 5 votes, mais majoritairement très satisfaits. Ceux qui auraient encore des questions sans réponse, j'ai envie de vous dire que c'est bien normal parce que nous aussi. Et donc, comme l'a dit Morgane, on travaille actuellement, il y a plusieurs instances qui travaillent au sein du plan Bois Énergie avec les partenaires du plan pour apporter des éléments plus précis, plus chiffrés et pour que vous ayez réellement des réponses, des éléments de langage. On sait que vous êtes très sollicités sur vos territoires par les élus notamment et les porteurs de projets. Donc voilà, on est conscient de ça et on vous apportera des nouvelles choses très prochainement et en tout cas avant la fin de l'année. Voilà. Merci à tous d'avoir Merci à participé tous. et à bientôt.